Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mauvais traitement, maltraitance, procédures contestables, difficiles conditions de détention, bref, les accusations de non-respect des droits humains sont souvent formulées à l'encontre de la justice durant la procédure pénale. Alors, quel est le niveau de prise en compte des droits humains dans la procédure pénale au Burkina Faso? C'est autour de cette interrogation que nous allons échanger au cours de cette émission, une émission voulue par le ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique en collaboration avec ses partenaires dont la RTB. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau 4 invités. Il s'agit de Dr Néné Ami Traoré Ouedraogo, commissaire principale de police et directrice de la police judiciaire à la Direction générale de la police nationale. Deuxième invité à cette émission, M. Polycarpe Koulibaly. Il est inspecteur principal de garde de sécurité pénitentiaire. Également sur ce plateau, M. Lafama Prosper Tsombiano. Il est substitut du procureur au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et enfin, nous recevons Maître Olivier Sommet, avocat à la Cour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, la première question, je vais l'adresser à la directrice de la police judiciaire, commissaire Ouedraogo. Lorsque vous êtes saisi d'une affaire, quels sont les moyens légaux dont vous disposez pour mener les enquêtes? Merci, Madame Kaoré, de me passer la parole. Il faut dire d'abord que pour mener une enquête, il y a d'abord un cadre légal dans lequel s'inscrit l'enquête. On ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que pour ouvrir d'abord une enquête, il faut s'inscrire dans un cadre légal qui peut être le flagrant délit, l'enquête préliminaire ou même l'enquête menée sur commission rogatoire. Maintenant, au niveau des moyens légaux, en fait, les moyens légaux vont avec tous les actes d'enquête que nous serons amenés à poser sur le terrain pour la manifestation de la vérité. Donc, cela suppose quoi? Cela suppose que l'interpellation, je prends quelques exemples d'actes d'enquête, l'interpellation, par exemple, obéit à un cadre légal, la garde à vue à son cadre légal, la perquisition. Donc, chaque acte d'enquête, quand même, obéit à un cadre légal. Et dès lors qu'on s'écarte de ce cadre légal, ça pose juridiquement des problèmes. D'accord. Et si je prends déjà le cas des constatations que vous faites sur les lieux de l'enquête et les perquisitions, et pendant ces étapes, comment vous procédez pour obtenir des informations et dans le même temps assurer le respect des droits de la personne qui est mise en cause? Okay, je pense que je vais prendre par exemple le cas de la perquisition, parce que déjà la perquisition dans son essence est d'abord une atteinte à porte atteinte à la vie privée des personnes. La perquisition est fortement encadrée par la loi. Par exemple, au niveau des heures légales de perquisition, on ne peut pas aller perquisitionner à n'importe quel moment. Donc, il y a des cas spécifiques. La perquisition, c'est de 6h à 21h où on peut pénétrer dans le domicile de quelqu'un pour perquisitionner. Et là même, cela veut dire qu'on a déjà mené l'enquête et on s'est dit que quand on va aller perquisitionner, on a de fortes chances de trouver le corps du délit, en tout cas des éléments qui peuvent nous aider dans la manifestation de la vérité. En dehors des heures légales de perquisition, il y a des conditions de légalité aussi qu'il faut respecter. Au niveau de la saisie, on ne peut que saisir des objets qui sont utiles à la manifestation de la vérité. C'est vrai qu'il y a des saisies incidentes, mais ça aussi c'est un autre cadre, mais uniquement les objets utiles à la manifestation de la vérité. Par exemple, si on part pour chercher de la drogue, voilà, si on trouve la drogue, c'est pas la peine de ramasser les ustensiles de cuisine de la femme du présumé auteur d'infraction, parce que les ustensiles de cuisine n'ont rien à voir avec notre enquête. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encadrées, par exemple, dans la perquisition. Et pour revenir au niveau des heures légales, ce n'est pas toutes les infractions, j'ai bien dit 6h à 21h, mais il y a des dérogations. Par exemple, en matière de grand banditisme, voilà, et de terrorisme, c'est à tout moment. Voilà, donc on peut perquisitionner à tout moment, de jour comme de nuit. Donc il y a certaines infractions spécifiques où il y a un régime dérogatoire voilà, qui va avec. D'accord. Alors, je voudrais que l'avocat se prononce sur cette façon de travailler, donc au niveau de la police judiciaire. Alors, je suppose que vous assistez déjà et la personne mise en cause dès que la police judiciaire commence son travail. Mais selon le constat que vous faites, est-ce que vous estimez que la police judiciaire respecte les droits de la personne mise en cause pendant leur travail de perquisition? Merci, madame. Je remercie madame le commissaire pour avoir déjà planté le décor. J'allais le répéter
qu'il s'agisse de constatation d'infraction ou de perquisition à la recherche de preuves de l'infraction, tout est réglementé. On aime dire dans notre jargon que la loi est dure, mais c'est la loi. Dès lors que vous êtes dans la situation où on est amené à vous perquisitionner, bien entendu, l'officier de police judiciaire ou de gendarmerie qui, dans le cadre de l'enquête, doit veiller à ce que justement les standards, les normes prévues et en tout cas exécutoires sur notre territoire soient respectées. C'est quand il y a une contestation par rapport à une perquisition que nous, en ce moment, nous essayons de voir c'est quel texte qui n'a pas été respecté ou ainsi de suite. Donc cela veut dire que souvent vos clients ne se plaignent pas par rapport aux difficiles situations qu'ils auraient vécues pendant la perquisition. Ils ne vous font pas cas de ça. En fait, les gens sont surpris et les gens sont affectés dès lors qu'on vient perquisitionner. C'est ça, c'est le sentiment, comme elle l'a dit, c'est une atteinte à la vie privée. Qu'on vienne jusqu'à traverser votre salon, aller dans votre dernier retranchement, aller même fouiller dans vos tiroirs intimes, ainsi de suite. Mais c'est ça l'affection. Mais nous sommes en train de rechercher un élément éventuel qui serait la preuve de l'infraction. Mais c'est là où la subtilité, c'est quand au final vous faites la perquisition et il n'y a rien. Vous comprenez que le client en ce moment, il sort toujours victime jusqu'au bout. Les voisinages vont dire la police est venue, la gendarmerie a fouillé sa maison, ça fait l'objet d'affairage comme on aime le dire, alors que c'était dans le cadre d'un processus légal. Mais c'est là où c'est l'opportunité. Est-ce que jusqu'à quand on peut estimer que l'objet de l'infraction, la preuve de l'infraction est chez lui? C'est ça souvent la subtilité dans le cadre des enquêtes. Alors, on sait les informations récoltées par la police judiciaire sont mises à la disposition du procureur du FASO. Alors, monsieur le substitut du procureur, quand vous saisissez la police judiciaire pour mener une enquête, est-ce que vous lui donnez des indications ou des orientations dans le sens de faire respecter les droits humains pendant les perquisitions, par exemple? C'est la loi qui est le cadre légal. Donc, le procureur sait que c'est JOPJ, qu'il s'agit d'une enquête de préliminaire, qu'il s'agit d'une enquête de flagrance, qu'il s'agit donc d'une enquête d'initiative ou d'une enquête suite à la communication d'un soit transmis. L'OPJ est un professionnel du droit pénal. Et donc, il sait que oui, il faut constater les infractions, il faut éventuellement rassembler toutes les preuves et ce rassemblage de preuves-là peut commander qu'on fasse des perquisitions, des transports, des perquisitions et des saisies de tous les éléments en lien avec les faits incriminés. Et donc que perquisitions, saisies, etc. pourraient quand même sont de nature attentatoire aux droits de l'homme, à la vie privée, notamment à l'intimité de la vie privée, etc. Mais ça se passe déjà dans un cadre légal, dans un cadre défini. Donc ça, c'est le législateur qui l'a posé. Et l'OPJ, pour répondre à certaines inquiétudes qui sont déjà soulevées par Maître Sommet, mais l'OPJ est un professionnel qui agit sous serment. Voilà, et il ne peut perquisitionner chez un individu que lorsque la situation fait peser des indices, en tout cas des informations qui laissent croire que à tel endroit, à tel lieu, pourraient se trouver des éléments de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, donc en lien avec le dossier. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est attentatoire à la liberté, oui, à l'intimité, etc. Mais c'est très important pour l'ordre social, pour la paix sociale et donc pour la répression efficace des infractions. Commissaire Ouedraogo, dans le cadre de vos enquêtes également, vous procédez à des auditions et à des interrogatoires. Peut-être avant de nous parler des dispositions prises à ces étapes pour respecter les droits humains, dites-nous dans quelles conditions généralement vous procédez à l'interpellation d'une personne dans le cadre d'une procédure pénale sans forcément violer ses droits. L'interpellation, c'est vraiment le dernier recours. C'est quand vraiment il y a des après voilà toutes les voies de recours, première, deuxième, souvent on va jusqu'à la troisième convocation, le monsieur ne se présente pas et comme on a dit, force doit rester à la loi. On est obligé de l'amener à répondre voilà, devant la loi par rapport à ce qui lui est reproché. Donc c'est dans ces circonstances que peut intervenir l'interpellation. Et comme vous le dites souvent, ça ne se fait pas aussi facilement, sans difficulté sur le terrain. Mais dans tous les cas,
quand l'OPJ va pour procéder aux interpellations, il y a des garanties procédurales. L'interpellation déjà doit être faite par des agents ou des personnes habilitées à le faire. Ça veut dire en dehors du cas du flagrant délit, où le code de procédure pénale permet à toute personne qui aurait assisté à la commission d'une infraction en flagrant délit, qui peut le conduire devant l'OPJ le plus proche. Mais dans tous les cas, c'est l'OPJ et les personnes que la loi a autorisées à interpeller, c'est eux qui peuvent procéder à l'interpellation. Et l'identification également des agents doit être faite clairement. Aujourd'hui, dans le contexte actuel d'insécurité, imaginez que vous soyez en civil, même si vous êtes OPJ, et que vous commencez à procéder à, à une interpellation sans décliner votre identité, ça peut quand même poser un problème parce que la personne interpellée peut réagir autrement. Donc, il y a beaucoup de garanties procédurales que nous mettons de notre côté pour que, même si l'interpellation se passe mal, pour qu'on ne puisse pas reprocher quelque chose à l'OPJ. Et qu'en est-il des auditions et des interrogatoires dans vos locaux? Est-ce qu'elles se font dans les règles de l'art? Moi, je fais la part des choses entre les violations vraiment qui dépendent de l'OPJ et des violations aussi qui dépendent des moyens que l'État met à sa disposition pour mener l'enquête. On dit que l'enquête est secrète. Voilà. Et souvent, je prends par exemple le cas de l'interrogatoire. Bon, pour la victime, c'est beaucoup plus les auditions, mais pour le cas des interrogatoires, bon, souvent, il y a des questions de confidentialité. Vous pouvez trouver les OPJ, bon, ils sont 3, 4, 5 dans un même bureau. Et souvent, pour respecter cette confidentialité, il y a des OPJ qui sont obligés de céder leur bureau durant tout le temps d'un interrogatoire ou d'une audition, juste pour garantir la confidentialité. Donc, les moyens sur le terrain aussi souvent font défaut, si bien qu'on s'accommode souvent. Mais en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour respecter les droits humains parce que, comme je le disais, le non-respect des droits humains, le parquet est là, ça peut être cause d'annulation de la procédure et même des sanctions pénales, civiles ou même administratives contre le policier auteur de violation de ses droits. D'accord, on aura l'occasion de revenir sur les difficultés matérielles notamment, mais un mot par exemple sur la garde à vue, que dit la loi concrètement et concernant les conditions dans lesquelles elle doit se faire et dans quel cas il peut y avoir des dérogations? La garde à vue, c'est vraiment c'est le dernier recours parce que l'officier de police judiciaire garde à vue pour la nécessité de l'enquête. Ça veut dire qu'on décide de garder à vue quand il y a vraiment des indices concordants, ça veut dire qui prouvent que le présumé auteur a pu participer à la commission de l'infraction. Donc au niveau de la garde à vue, comme on le dit, c'est aussi un régime vraiment attentatoire vraiment aux droits humains dans son essence, parce qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir, qui est un droit aussi, voilà, reconnu par les textes au Burkina Faso. Donc elle aussi, la garde à vue aussi est strictement encadrée par la loi. C'est pour ça l'officier pour les infractions vraiment ordinaires, qu'on peut le dire, si on peut le dire comme ça, l'officier a 112 heures pour vraiment garder à vue, voilà, pour rechercher toutes les preuves liées à la commission de l'infraction. À 72 heures ici, il n'a pas fini, il peut demander l'accord du procureur du Faso pour la prolongation, pour une prolongation de 48 heures. Mais il y a aussi un régime dérogatoire au niveau de la garde à vue. Par exemple, en matière de grand banditisme, la garde à vue c'est de 10 jours avec une possibilité de prolongation de 5 jours. En matière de terrorisme, nous avons 15 jours avec une possibilité de prolongation de 10 jours, ça fait 25 jours au départ. Le Code des droits aussi prévoit une garde à vue de 72 heures avec une possibilité de prolongation de 48 heures, ça veut dire renouvelable 2 fois. Et concernant aussi les réfugiés, il y a un régime dérogatoire où les réfugiés, on ne peut les garder que 24 heures, renouvelable 2 fois. Alors, que répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous faites l'usage excessif de la force et même la torture pour obtenir des informations de la part de la personne interpellée? D'abord, est-ce que vous avez le droit de le faire? Oui, il faut dire que le Burkina Faso a ratifié la convention contre la torture et cette convention même a été internalisée. Donc actuellement, c'est une situation qui ne saurait être tolérée dans les services de police, quel que soit l'argument dont l'OPJ veut se faire prévaloir. Donc effectivement, avant, il y a eu beaucoup de plaintes contre les OPJ pour utiliser la torture pour essayer d'obtenir des preuves ou même des aveux. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une époque révolue. Parce que c'est une méthode, je dirais même dépassée, en tout cas à l'heure actuelle. Parce que dans la mesure où, avec les avancées technologiques et même scientifiques, on peut avoir des preuves vraiment sans passer par la torture.
Et le parquet est là. Aujourd'hui, l'aveu n'est plus la reine des preuves. Voilà. Donc, même quand nous utilisons l'aveu dans la procédure, c'est un aveu qui est fait sans contrainte et de façon spontanée. Là, l'aveu, il est recevable. Mais l'aveu, vraiment arraché à coup de torture, vraiment, ce n'est plus un aveu. Donc, et de plus, l'aveu aussi a montré ses limites dans la procédure parce que souvent, quelqu'un peut vous avouer, voilà, il peut même mentir de toute pièce, voilà, juste pour que vous en finissiez avec lui et le conduire devant le procureur du façon, mais devant le procureur, il raconte toute autre chose. Donc finalement, ça devient des problèmes parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est l'OPJ qui dit la vérité, est-ce que c'est le présumé qui dit la vérité. Dans tous les cas, la preuve obtenue sous le coup de la torture, elle est irrécevable. Voilà. Peut-être le substitut va se prononcer sur le sujet. Dans quelles conditions vous pouvez refuser donc de recevoir des aveux de la part de la police judiciaire? Évidemment, si une procédure est transmise au parquet avec des prévenus, des mises en cause qui présentent manifestement des traces de torture, etc., ou qui sont carrément mal en point, bon, là, le procureur, évidemment, il est le directeur de la police judiciaire. Il va demander des comptes. Et comme elle avait rappelé, l'OPJ, en torturant ou en commettant des pratiques assimilées à la torture, engage sa responsabilité disciplinaire et pénale, mais également et civile. Ça, il y a point de problème. Encore que dans ces conditions, le procureur est sûr qu'en enclenchant une procédure, il y a la preuve de la torture, et la preuve de la torture ne joue que contre l'auteur de torture lui-même. Donc, et a des conséquences d'annulation de la procédure ainsi dressée. Alors que l'objectif pour tous ces acteurs-là, c'est de concourir à la manifestation de la vérité, à la sanction de l'infraction qui a été commise. Donc pourquoi poser des actes qui vont concourir donc à l'anéantissement de la procédure? Mais de façon générale, je pense que c'est le procureur en tant que directeur de la police judiciaire, s'il est informé déjà de telles pratiques, est habilité à adresser peut-être des lettres d'explication à des officiers de police judiciaire pour qu'ils s'expliquent par rapport à tel élément. Et bon, après, si des éléments sont avérés, on peut enclencher les autres mécanismes. Mais toujours est-il qu'il faut affirmer ici et haut la prohibition de la torture. Peut-être Maître Soumé va réagir. Vous, en tant qu'avocat, quelle est l'appréciation que vous faites sur les conditions du déroulement des enquêtes au niveau de la police judiciaire? Est-ce que selon vous, les règles internationales en la matière sont suffisamment respectées au niveau du Burkina Faso? Merci. Comme Madame le commissaire l'a si bien souligné et monsieur le procureur l'a rappelé, la prohibition des tortures, de tout traitement et en tout cas de tout acte de non-respect des normes internationales, ça c'est l'idéal recherché par tous. Mais vous convenez avec nous aujourd'hui, de partir d'un matériel de travail manifestement inadéquat, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des plaintes de part et d'autre. Ça c'est la réalité. Il suffit de faire un tour dans nos commissariats ou dans nos gendarmeries. Nous voyons. Je ne peux que parler de ce que moi, en tant que conseil, j'ai pu déjà assister. Voilà. Mais d'ores et déjà, je rappelle que depuis l'avènement du règlement numéro 5 de l'UMOA, où on permet à l'avocat d'être là à l'enquête préliminaire, ça a concouru à beaucoup de choses. C'est vrai, il y en a qui disent j'ai été bâillonné, j'ai fait l'objet de torture, ainsi de suite. Mais si vous n'êtes pas là pour constater, que direz-vous? En tout cas, pour ma petite expérience, nous entendons de part et d'autre des difficultés pratiques par rapport aux auditions, ainsi de suite. L'idée selon laquelle c'est ce que ceux qui sont interpellés retransmettent, pour eux, c'est comme si en les mettant en garde à vue, c'est un moyen de pression. On le garde à vue le matin jusqu'au soir, on le sort. Pour l'auditionner maintenant, c'est en ce moment qu'on va arracher l'information, alors que par moment, non. Mais c'est des pratiques souvent. Non seulement on te garde à vue, pas parce que dans l'immédiat, on refuse de t'auditionner, peut-être que dans l'immédiat, les officiers sont sur un autre dossier ou attendent de faire autre chose, et c'est le soir au finish, ou bien dès lors qu'on dit, bon, on t'est interpellé, et si l'avocat dit, bon, je suis le conseil, est-ce que je peux venir? On vous donne une heure précise. Ce n'est plus la faute de l'officier. J'estime que l'État burkinabé fait déjà de grands efforts. On entend moins de plaintes et souvent, il y en a qui disent je suis allé, mais au finish,
on m'a laissé partir. On ne garde que ceux, en principe, sur qui pèsent effectivement des éléments de culpabilité. Vous voudriez ajouter quelque chose avant que je ne passe la parole Non, c'est un point important. Là où je voulais surtout insister, par rapport à cette question, il faut que, et souvent, on soit un peu réservé, parce que c'est souvent utilisé comme un moyen de défense. Moi, j'étais d'audience hier, où un prévenu a contesté toutes ces déclarations. Qu'il avait fait pendant l'enquête. En enquête prévue, c'est un dossier d'acte de grand magnétisme. Alors, il a tout contesté, y compris les déclarations qu'il a faites au parquet. Mais c'est vrai que la culpabilité se décide à partir des éléments contradictoirement discutés devant le juge, mais il a allégué des faits de torture. Je lui ai même demandé de me présenter. Bon, il m'a présenté. Bon, les traces qu'il m'a présentées, moi-même, j'ai certaines sur moi, sans avoir subi de torture. Et deuxièmement, mais il avait oublié que même devant le collègue du parquet, il a reconnu certains aspects, et non les moindres. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez aussi été, et vous avez également été torturé au niveau du parquet? Parce que j'ai jamais vu, avec ma petite expérience de magistrat du parquet, un collègue, un parquetier, en train de torturer ou de faire subir des traitements inhumains ou dégradants à un prévenu, etc. Mais donc, vous voyez, il a allégué de la torture, ou en tout cas des actes, à des pratiques assimilées pour contester les déclarations par lui tenues en enquête préliminaire. J'ai dit, mais est-ce ce que vous avez tenu devant le collègue? Et j'ai même dit, bon, si vous voulez continuer, moi je préfère demander le renvoi du dossier pour que ce collègue-là vienne gérer le dossier à l'audience. Là, on va voir si vraiment c'est sous l'effet de la torture que vous avez également fait les déclarations au niveau du parquet. Donc, il est revenu quand même à certaines déclarations par lui librement déposées au niveau de l'interrogatoire à parquet. C'est pour dire que sans nier l'existence des faits de torture ou de pratiques assimilées, mais il faut admettre que souvent c'est beaucoup utilisé aussi par les prévenus à titre de moyen de défense. À vous entendre donc, à l'étape actuelle au niveau du Burkina Faso, l'usage de la force, la torture, ce sont des choses qui n'existent pas pendant l'enquête préliminaire. Je pense que là où nous sommes, il faut qu'on assume le passé. Ça veut dire que c'est en assumant le passé qu'on se projette mieux dans l'avenir. C'est vrai, ce sont les pratiques qui ont existé. Ça veut dire qu'on ne va pas le nier comme il le dit parce que nous sommes sur un plateau de télévision, mais ça veut dire autre contexte, autre mœurs. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, comme il a dit, nous avons beaucoup plus d'opportunités. Ça veut dire d'apporter la preuve à certaines infractions, que vraiment la torture, c'est le dernier souci. Et aujourd'hui, avec vraiment toutes les campagnes que nous menons, et même au niveau de la formation initiale, et la formation continue sur le terrain, je ne pense pas qu'un OPJ aujourd'hui, que ce soit lui ou les agents qui sont sous ses ordres, va se lancer dans des pratiques de torture. Parce qu'avant, ça se faisait peut-être dans l'impunité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'impunité en matière de torture. Parce que même si vous-même vous le faites, le parquet ne va pas fermer les yeux là-dessus. Et comme je le dis, ça peut aller jusqu'à... Bon, l'annulation de la procédure, ça c'est le moindre mal. Mais vous-même, les sanctions pénales qui vont s'en suivre, les sanctions administratives, je ne vais pas rappeler certaines affaires ici, voilà, qui ont montré aux OPJ que voilà, il y a certaines situations qu'il faut éviter désormais. Et aujourd'hui, aucun OPJ n'est prêt à aller devant la chambre d'accusation ou passer devant un conseil de discipline, ça veut dire pour avoir voilà, torturé un gardé à vue. On a tellement de moyens, la preuve technique et scientifique est là, avec l'avancée de la technologie. En tout cas, aujourd'hui, on n'a plus besoin. C'est vraiment, je pense que c'est une époque révolue. Et de moins en moins, l'avocat est là, on a des plaintes pour des faits de torture. C'est pour autre chose, mais vraiment pour des faits de torture. Le parquet est là, c'est vraiment rare. En tout cas, avéré. Okay. Alors, je voudrais qu'on parle à présent de la détention préventive, occasion de donner la parole à l'inspecteur principal de garde de sécurité pénitentiaire. Alors, M. Koulibaly, avant le jour du jugement, au niveau de vos services, quel est le dispositif, j'allais dire, qui est mis en place pour assurer les droits humains de la personne qui est en détention préventive? Ok, merci bien, madame. Je voulais d'abord dire que les exigences de la loi en la matière, c'est que les détenus en situation de prévention et puis les détenus condamnés jouissent des mêmes droits, sauf à la différence que les uns ont vu leur culpabilité établie et les autres jouissent de la présomption d'innocence. C'est la seule différence. Mais il faut noter qu'en fait, en termes de dispositifs, il n'y a pas de dispositif particulier. Voilà. Le respect des droits humains en milieu carcéral dépend essentiellement des moyens et des conditions
mis à la disposition des personnels pénitentiaires. Et quelles sont ces conditions à votre niveau? Oui. La loi exige la séparation catégorielle des détenus par sexe, par catégorie et par statut. Par statut, ici, il s'agit des prévenus, des inculpés et des condamnés. Voilà. Malheureusement, comme je l'ai dit, malheureusement, il n'y a pas cette séparation par statut. Mais la séparation par sexe et par catégorie majeure, mineure, femme, homme, ça c'est réel. Sauf éventuellement pour les femmes, où les femmes mineures et puis les femmes majeures sont ensemble. Et pourquoi il n'y a pas cette séparation par statut? C'est essentiellement le problème de moyens financiers. C'est les moyens mis à la disposition du personnel qui vont déterminer en fait le respect des droits des personnes prévenues. Et justement, quels sont les droits de la personne en détention préventive par rapport à ces liens externes, je veux dire? Est-ce qu'il a le droit de recevoir des visites? À quelle fréquence? Bon, à ce niveau, je voulais dire d'abord que pour les prévenus, les visites répondent aux exigences, comme tous les condamnés d'ailleurs, tous les détenus, répondent aux exigences de la loi. Mais particulièrement pour les prévenus, c'est le juge compétent qui délivre les permis de communiquer, qui permettent à certaines personnes de rendre visite à ce type de détenus. Et ça dépend aussi, le juge peut restreindre la visite en fonction des exigences de la procédure. Parce qu'il peut arriver des situations où une personne peut rendre visite à un prévenu et qui va l'amener à changer tout, même comme le substitut le procureur vient de le dire. Il peut nier tout ce qui avait été dit au départ parce que c'est quelqu'un qui peut-être qui veut faire disparaître les éléments de preuve. Donc en fonction des infractions, le juge compétent peut décider de restreindre les visites en besoin de la procédure. Le substitut du procureur pourrait se prononcer sur ça. Et sur quoi vous vous basez pour peut-être refuser le droit de visite à un détenu? Tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont en attente de jugement. Enfin, en tout cas, d'une décision de justice, qui ne sont pas encore condamnés. Donc, si vous êtes dans une procédure d'instruction et vous permettez à l'inculpé d'échanger avec tout visiteur, ça peut poser problème parce que ceux-là qu'on appelle les témoins sont dehors, ils ne sont pas en détention. Hein? Donc, il faut, et par rapport aux éléments du dossier, et par rapport à certaines données du dossier, on peut être amené à limiter l'accès ou en tout cas les concertations avec un détenu préventif, qu'il soit du parquet ou d'un cabinet d'instruction. Donc, quand on craint par exemple la subordination des témoins, etc., ou qu'ils ne soient en contact aussi peut-être avec des personnes qui pourraient lui donner enfin, en tout cas certaines informations. Maître Somé, quel est le constat que vous faites par rapport aux conditions de détention préventive? Est-ce qu'il y a toujours de la compréhension entre vous et par rapport à la situation de vos clients et les GSP? Madame, je vais dire quelque chose, c'est pas que je jette des fleurs aux gars de sécurité pénitentiaire burkinabé, mais je loue leur courage et nous leur remercions pour tout ce qu'ils font comme efforts. Il suffit de mettre pied à la Mako, vous allez voir en réalité ce qui se fait sur le terrain par rapport aux moyens qui sont mis à leur disposition. C'est vrai que nous estimons qu'effectivement, s'il y avait cette séparation de sexe, de statut, et qui est respectée, ça aurait pu permettre qu'il y ait moins de délinquants encore dans la ville. Parce que quand vous êtes prévenu, vous êtes en détention préventive, et que vous côtoyez un dont la culpabilité a été prouvée et il purge sa peine, imaginez un carré d'échange entre les deux. Voilà pourquoi d'autres sortent et ils reviennent. Quant aux conditions, en réalité, moi j'estime que c'est vrai que nous avons une petite difficulté. Je pense que la GSP travaille de plus en plus à résoudre cela. Dès lors que tu vas à la Mako pour rendre visite à ton client, pour échanger, il aurait fallu un certain cadre d'intimité entre vous pour que vous puissiez échanger librement et à l'aise. Mais dès lors que vous arrivez, vous-même, si vous n'avez pas une certaine posture, on vous confond à la masse. On n'arrive pas à distinguer que c'est un conseil qui est là pour échanger avec son client sur les éléments de culpabilité qui pèsent sur lui. Par moments, ils sont gênés. Vous comprenez qu'ils sont gênés. Ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Ils vous demandent souvent, maître, est-ce que vous pourrez repasser après? Avec toutes les contraintes. Mais l'un des avantages, dans le pareil cas, nous sommes obligés de ronger dans le temps
pendant certaines journées pour aller souvent le matin ou à une certaine heure où on sait que on ne va pas rencontrer beaucoup de gens qui viennent pour voir, bien entendu, les éléments. Donc, si ce cadre d'intimité est créé, je pense que ça va favoriser encore. Voilà pourquoi, par moment, aux audiences, on assiste souvent avec certains confrères. Son client dit des choses qui, s'il y avait eu le temps ou le cadre adéquat de dire ça à son conseil, ça aurait pu éviter d'autres situations. Donc, pour nous, de plus en plus, c'est respecté, mais plus de moyens aussi de la part de l'État va encore permettre, bien entendu, un cadre professionnel. Quand je dis intimité, ce n'est pas intimité au sens strict du terme, ça veut dire, voilà, un cadre où tu peux être là avec lui et vous discutez d'homme à homme. Voilà, il vous dit ce qu'il en est de la situation et vous aussi vous préparez au mieux sa défense. Monsieur Koulibaly, on va peut-être aborder le déroulement du procès, même déjà à partir du lieu de détention. Comment vous procédez au transport des détenus vers le tribunal? Est-ce que là encore, cela se passe dans le respect des règles de l'art? Le transport des détenus au Burkina Faso se fait dans des conditions relativement difficiles. Encore. Difficile, en dehors peut-être de la MACO et de la maison d'arrêt et de correction de Bobo, et peut-être à la limite la prison de sécurité. Aucun autre établissement pénitentiaire ne dispose d'un moyen de transport adapté. C'est-à-dire les fourgons de transport des détenus. Soit ils utilisent les véhicules de service que l'État a fait l'effort de mettre à la disposition des établissements pénitentiaires en 2013, soit ils marchent à pied. Ils marchent. Les détenus sont convoyés à pied vers les tribunaux pour le jugement. Dans certaines circonstances. Dans d'autres circonstances... Et là, est-ce qu'il n'y a pas de risque, je ne vous coupe pas, de les faire envoyer au tribunal à pied? Les risques sont énormes. Oui. Non seulement du point de vue de la vie, ils sont exposés à la vie publique. Également, il y a les risques d'évasion. Et également, il y a les risques même d'exposition de la population. Parce que s'il y a évasion, et si éventuellement on doit faire usage des armes à feu, forcément il y aura des dégâts. Ce qui veut dire qu'il y aura en tout cas plus ou moins une violation d'autres droits des personnes. Et il arrive des moments même que ce soit le personnel qui se voit leurs droits violés. Parce qu'il ne faut pas voir le cas des détenus seulement, le personnel qui les accompagne. Donc la plupart du temps, quand ça doit arriver, le personnel essaie de voir en tout cas le premier responsable de la prison pour voir les autorités judiciaires s'ils ont un véhicule de service disponible. Souvent, c'est quand ils voient ça, c'est eux qui appellent peut-être les responsables pour dire « Ah, il y a mon véhicule de service qui est disponible, ce n'est pas adapté. Si ça peut vous aider, tant mieux. » Sinon, ça se fait dans des conditions extrêmement difficiles. Monsieur le substitut du procureur, une fois que malgré ces conditions difficiles, les détenus sont convoyés au niveau des tribunaux, comment est-ce que le procès est organisé de sorte, une fois de plus, à respecter les droits élémentaires de la personne mise en cause? Quand ils arrivent à notre niveau déjà, l'avocat peut être présent pour le prévenu qui se choisit donc un conseil. Nous montons la procédure avec toutes les garanties. Les interrogatoires sont libres. Vous êtes libre de répondre aux questions que le substitut, le procureur vous pose. Vous pouvez garder le silence et nous apprécions si les charges sont suffisantes à motiver que l'on décerne un mandat de dépôt. Ça veut dire qu'on va vous priver de votre liberté. Je suppose que si on l'a conduit, c'est qu'il était déjà privé de sa liberté parce que nous ne connaissons plus, heureusement, la pratique des ordres de mise à disposition. Alors, donc, on lui notifie les charges et on procède à l'enrôlement de son dossier. Peut-être que c'est à ce niveau qu'on peut parler un peu de violation, parce que quand il s'agit, par exemple, de procédures de flagrant délit où la loi a prévu, il doit être traduit immédiatement à l'audience ou le lendemain, le tribunal correctionnel étant spécialement au besoin réuni, etc. Là, ces délais, nous n'arrivons pas à les respecter du fait du nombre. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, nous avions autour du millier de prévenus en attente de jugement. Alors, même si vous faites passer une moyenne de 40 dossiers par audience, il y a 5 audiences, je pense, du lundi au vendredi. Si ce n'est pas qu'entre-temps, il y a eu l'organisation des audiences extraordinaires, que je salue au passage, parce que ce sont ces audiences-là qui nous ont sauvés, qui nous ont permis vraiment de désengorger, de sorte qu'aujourd'hui, un prévenu dans la procédure de flagrant délit est dans une moyenne de 7 jours
avant de de faire son premier passage devant le juge. Évidemment, et ça c'est la procédure donc d'enclenchement, de traduction devant le tribunal correctionnel. Si c'est à l'instruction, également on transmet, on ouvre une information judiciaire, on saisit les juges d'instruction et puis devant les juges d'instruction, la personne peut se faire assister par un avocat. De toutes les façons, là c'est une formalité substantielle prescrire la peine de nullité. Après donc l'inculpation, le juge d'instruction doit notifier à l'inculpé son droit de choisir donc un conseil parmi les avocats défenseurs inscrits à l'ordre des avocats. Donc après tout ça, jusqu'au jugement, et je pense que le mis en cause, le prévenu, l'accusé, etc., qui en a besoin, peut se faire assister par un avocat défenseur, un conseil. Et donc, de ce point de vue, toutes les étapes garantissent suffisamment les droits de l'homme. Avant de passer la parole à Maître Somé, alors Monsieur le substitut, il y a aussi le caractère public des audiences. Est-ce que cela ne constitue pas une certaine forme de non-respect, j'allais dire, de l'intimité ou de la vie privée de la personne accusée? Non, la publicité répond à l'impératif ou à la disposition que la justice est rendue au nom du peuple. Donc, c'est ça. Donc, il y a la partie, confidentielle, secrète, dont ils avaient parlé, l'instruction, l'enquête, les interrogatoires, etc. Mais une fois on pense avoir réuni tous les éléments pour que le dossier passe en jugement, et en principe, le peuple doit pouvoir assister parce que, après tout, c'est au nom du peuple que la justice est rendue. Quand on parle d'action publique, c'est une action qui est exercée pour défendre les intérêts de la société. Donc, il faut permettre aux bénéficiaires de l'action publique d'être présents. Mais ce n'est pas absolu, ce n'est pas une règle absolue du tout. Il y a des matières pour lesquelles on prévoit, il y a la possibilité du huis clos. Par exemple, en matière de viol, si vous assistez, il y a plusieurs dossiers dans lesquels on estime que vraiment, au regard donc, de la nature des faits, c'est de l'ordre à troubler l'ordre public ou les bonnes mœurs, etc. Le tribunal peut ordonner le huis clos, les questions concernant les mineurs, etc., qui sont jugées en huis clos. Donc, c'est-à-dire que chaque fois que la situation est de nature à porter atteinte en tout cas à l'ordre public et aux bonnes mœurs, bon, là, le tribunal peut ordonner le huis clos. Sinon, le fait que le public participe à l'audience n'est pas en soi une violation des droits. Parce que vous n'êtes pas condamné. Ce n'est pas parce qu'on participe que vous êtes un condamné, vous êtes présumé, vous êtes innocent jusqu'à ce que votre culpabilité ait été établie par la juridiction. Alors, donc si après vous n'êtes pas condamné, vous êtes libre et puis il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une violation en soi. D'accord. Maître Somé, votre avis sur la question, est-ce que vous pensez que les procès tels que organisés pour les cas de la procédure pénale respectent suffisamment les droits de vos clients, j'allais dire? Alors, en tant que conseil, j'aimerais souligner qu'il arrive des fois qu'on soit du côté de la victime ou du côté du prévenu. Donc, l'un dans l'autre, je pense que depuis le règlement UMOA, c'est dit, depuis l'enquête préliminaire, si vous y êtes, vous avez déjà tous les éléments pour préparer la défense de votre client. À défaut, si vous êtes contacté, vous êtes saisi, mandaté et que le dossier se trouve par exemple au bureau du procureur, j'avoue que je n'ai jamais eu une difficulté particulière à avoir accès aux éléments du dossier. À tout moment, vous y accédez, on vous donne, vous faites des décharges qu'il faut, vous faites les copies des pièces et bien entendu, vous préparez la défense. Pour ceux dont aussi ils doivent passer devant le procureur pour l'interrogatoire de flagrant délit, l'avocat assiste et comme le procureur l'a dit, bien, vous assistez votre client. Si vous avez eu le temps de le préparer, échanger avec lui, mais bien entendu, tout va se passer devant vous. Là où justement, il doit y avoir problème et que vous ne vous entendiez pas, ben, à vous, en tant que conseil, d'attirer l'attention du procureur sur tel ou tel point, en donnant bien légalement votre position contre un tel comportement ou un tel acte. Voilà. Passé ce délai, ben, le dossier sera enrôlé comme on l'a dit. Mais la difficulté qu'on a souvent aujourd'hui, c'est que bon, on se rend compte que, comme ils l'ont dit, entre le délai de flagrance et le délai du jugement, s'étalait un grand temps. Mais le ministère, en accompagnement avec les autorités judiciaires,
sont en train de réduire ce temps. Et je salue également au passage, je vous assure que les samedis, des dossiers pénaux étaient jugés. Et ça a permis vraiment de désengorger ce rôle. Et d'autres ont vu leur situation en tout cas plus luisante parce qu'ils ont souvent été relaxés. Ou en tout cas, ils ont été condamnés, mais avec des mesures qui permettent leur resocialisation. Nous, à notre niveau, à l'audience, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on refuse la parole à l'avocat. Non. Tu as ton tour de passage, tu as ton tour au terme de la loi. Quand est-ce que tu interviens, que tu sois du côté du défendeur ou que tu sois du côté de la partie civile, les règles sont claires. On va évoluer et puis parler des conditions d'exécution et de la peine d'emprisonnement. Vous l'avez déjà dit, les conditions dans les prisons burkinabées de façon générale ne répondent pas aux normes internationales. Je voudrais peut-être que vous insistiez, M. Koulibaly, sur le cas particulier de la surpopulation carcérale. Quelles sont aujourd'hui les mesures qui sont prises pour réduire vraiment ce phénomène au niveau du Burkina Faso? Ok, merci bien, madame. Je voulais d'abord relever qu'effectivement la surpopulation carcérale est une réalité au Burkina. En 2016, elle était de 186,2% et en 2017, 190,3%. Et le taux d'accroissement annuel, en tout cas selon le rapport de performance à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue justice et droits humains est de 6%. Ce qui cache à peu près certaines disparités. Et tout le monde a suivi à un certain moment un reportage sur la maison d'arrêt de correction de Bobo, qui était à plus de 300% de taux d'occupation. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a des mesures pour lutter contre la surpopulation carcérale. D'abord, c'est les mesures alternatives à l'emprisonnement que les autorités judiciaires, en tout cas, essaient d'appliquer. Mais dès que vous êtes en prison, il y a les mesures d'individualisation de la peine. Et à ce niveau, il y a certaines mesures qui relèvent de la commission de l'application des peines, telles que les semi-libertés, les placements à l'extérieur, le fractionnement de peine et même la suspension de peine. Mais il y a certaines mesures aussi qui relèvent du juge de l'application des peines, notamment les permissions de sortie. Par contre, d'autres mesures relèvent du gouvernement, notamment le Conseil des ministres, à travers les propositions de la commission de l'application des peines, les remises de peines, et remises totales ou partielles, il y a les grâces et ainsi de suite. En plus de ça, il y a le transfèrement. C'est-à-dire que ces transfèrements qui permettent en tout cas de décongestionner les prisons, soit ça se fait à l'initiative de l'administration pénitentiaire pour essayer de rééquilibrer en fonction des besoins des établissements, mais également ça peut se faire à travers même la demande du détenu pour se rapprocher de sa famille. Mais on essaie d'étudier, est-ce que sa demande ne va pas venir en tout cas augmenter le nombre de détenus et dépasser la capacité d'accueil. Et enfin, il y a les mesures, d'autres mesures, notamment la construction de prisons. Et je sais qu'en tout cas, dans le programme prioritaire d'investissement du ministère, il y a au moins 5 prisons qui sont prévues dans le temps 2018-2020. Parlons justement des conditions, j'allais dire matérielles. Est-ce qu'il y a des mesures particulières pour les femmes et les enfants qui sont en détention? Okay. À ce niveau, il faut noter que les femmes et les mineurs en font partie en tout cas des groupes vulnérables et qui bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Quand je dis avantages, ça ne veut pas dire que les autres, mais quand même, en tant que groupe vulnérable, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis à leur disposition, notamment tout ce qui concerne l'alimentation. On essaie en tout cas d'améliorer ça. Voilà. Également, il y a les questions d'espace. Il faut noter qu'au niveau des mineurs et des femmes, c'est rarement qu'on trouve en tout cas une surpopulation au niveau de ces quartiers-là. D'accord. Vous avez bien fait de parler de l'alimentation parce que souvent quand on voit les repas qui sont servis aux prisonniers et même les conditions dans lesquelles ces repas sont préparés, vraiment ça ne donne pas forcément l'appétit, j'allais dire. Et qu'est-ce que vous dites? Comment cela doit se passer? Ou bien c'est sciemment fait? C'est une forme de sanction aussi. J'allais d'abord préciser que les personnes qui souffrent de ces conditions le plus d'abord, c'est ceux qui travaillent pour les détenus. Ceux qui sont Vous mangez le même repas que les détenus? Non, non, pas du tout. D'accord. Mais c'est eux qui souffrent en fait de cet état-là. Parce que la première personne à voir ça et en tout cas à distribuer ce repas, c'est le personnel. Et quand le repas est mal distribué ou bien mal cuit, et quand il y a le problème de santé, la première personne à souffrir de ces problèmes de santé, c'est le personnel, c'est vous qui allez les transporter à l'hôpital. Donc c'est pour dire en réalité, ce n'est pas de gaieté du cœur que nous voyons ça. C'est les moyens qui sont mis à la disposition. L'État essaie de faire le maximum qu'il peut, mais à côté de ça, l'État essaie d'encourager la production pénitentiaire de telle sorte
à pouvoir en tout cas augmenter tout ce qui est production en milieu carcéral. C'est pour ça qu'un projet a été créé, le projet de production pénitentiaire, pour essayer vraiment de faire en sorte à pouvoir améliorer l'alimentation des détenus. On remarque aussi des détenus qui quittent les prisons avec des maladies notamment dermatologiques. Est-ce qu'au niveau des prisons, il y a des conditions qui sont réunies pour assurer le suivi sanitaire de ces prisonniers-là? Bon, à ce niveau, il faut noter effectivement que la question de la santé est vraiment préoccupante en milieu carcéral. C'est vrai que l'État essaie de mettre, en tout cas, dégager un certain budget, mettre à la disposition des établissements pénitentiaires pour essayer de répondre en tout cas à ce besoin-là. Également, il y a une direction de la santé qui a été créée au sein de l'administration pénitentiaire avec quand même 2 ou 3 médecins. Et il y a également un psychologue, un nutritionniste, un hygiéniste. Mais en réalité, c'est comme je l'ai dit dans ma première intervention, ça dépend des moyens mis à la disposition de l'administration pénitentiaire. D'accord. Alors, monsieur le substitut, on a parlé peut-être des peines alternatives qui pourraient justement éviter la surpopulation carcérale. Quelles peuvent être justement ces peines-là? Oui, merci. Ces peines sont connues. Il y a le travail d'intérêt général, nous appelons TIG, bien sûr, sous certaines conditions. Voilà. En tout cas, quand la loi dit très bien que quand un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, le tribunal correctionnel qui statue donc sur le dossier du prévenu peut prononcer à son encontre le travail d'intérêt général. Mais j'avoue que le travail d'intérêt général a du mal à être prononcé à tous les coups. C'est comme je l'ai dit, il faut que le prévenu lui-même l'accepte d'abord. Donc voilà. Et ensuite, les conditions de placement, ça pose véritablement problème. Il y a des administrations qui ne veulent pas recevoir de condamnés au TIG. Et on a vu aussi, mais avec souvent, dans certains cas, juste raison, parce qu'il y a des cas où des gens ont été placés. Moi, j'étais à Tinkodougou, j'ai vu des gens comme ça à la mairie de Tinkodougou, ils sont allés voler les sacs des portables des gens, etc. Et même souvent, ne serait-ce que même les placer au niveau du, même si ce n'est pas forcément le TG, au niveau des palais, on a vu des cas où on a volé des vélos moteurs ou volé des portables des gens. Donc, pour toutes ces raisons, ça fait que pour trouver vraiment la personne, l'administration publique auprès de laquelle placer la personne, ce n'est pas aisé. Et encore que les associations reconnues d'utilité publique ne se présentent pas chaque fois. Alors, ce sont des conditions pour pouvoir prononcer le TIG. Mais en plus du TIG, il y a bien sûr la condamnation à l'amende. Quand vous condamnez à une amende de 2 millions, 3 millions, vous sortez. Vous ne partez pas en prison, sauf si vous ne payez pas, bien sûr, on peut exercer après la contrainte. Encore, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, vous avez aussi la condamnation avec sursis. C'est-à-dire que quand on vous condamne à 12 mois sortis de sursis, en fait, vous êtes exempté de l'exécution. Pour l'instant, vous n'allez pas en prison. Voilà, donc, sauf des conditions avec lesquelles vous ne devrez plus revenir pendant un certain temps, auquel cas, en plus de la nouvelle condamnation, on peut révoquer le sursis qui a été prononcé à votre endroit par la décision précédente. Donc, pour me résumer, le travail d'intérêt général, la condamnation à l'amende, la condamnation à une peine d'emprisonnement assortie de sursis sont des mesures alternatives à l'emprisonnement dans les maisons d'arrêt et de correction. Maintenant, je voulais préciser pour les condamnations avec sursis les condamnations avec sursis ou à l'amende, souvent on fait le reproche aux juridictions, principalement correctionnelles. Mais aujourd'hui, la délinquance, c'est vraiment criminalisé. Aujourd'hui, quand vous prenez un simple dossier de vol de portable, vous allez voir souvent le comportement qui a été celui-là du délinquant. Ce n'est pas seulement profiter, aller soutirer ça dans le sac. Souvent, soit c'est un acte de grand banditisme, une agression, où vraiment on s'est introduit dans les domiciles nuitamment. On correctionnalise ces procédures, sinon ce sont des procédures criminelles. Est-ce que ces gens-là méritent vraiment d'être dehors? La question peut être posée. Encore que la justice burkinabé, la justice pénale, surtout, est dans une situation où il y a un problème dans l'opinion. C'est dire, si vous permettez de condamner tous azimuts les gens avec sursis, avec amende, parce que vous estimez que ce sont des délits mineurs, ces populations-là qui retrouvent, parce que ces condamnés ne partent pas en prison, ils repartent dans les quartiers. Dès lors qu'on les voit, ah non, la justice est corrompue, je ne discute pas trop ces éléments, mais j'ai dit que si vous ne régulez pas ces types de sanctions,
ça peut se retourner contre l'image de la justice ou contribuer à dégrader davantage l'image de la justice parce qu'il y a des gens qui perçoivent cela comme étant une impunité plutôt que des mesures susceptibles de désengorger les maisons d'arrêt et de correction. D'accord. Alors, je reviens à vous, M. Coulibaly, pour cet autre aspect. On vous reproche de ne pas traiter les prisonniers sur un pied d'égalité. Je prends l'exemple, il y a des condamnés pour assassinat qui seraient dans des cellules individuelles avec toutes les commodités. Ils boivent de l'eau minérale, ils mangent bien, ils ont même droit à des loisirs comme la télévision, par exemple. Pendant ce temps, des auteurs de délits sont entassés avec des dizaines d'autres prisonniers. Comment vous faites le choix des cellules pour chaque détenu? Je voulais d'abord relever, la loi est claire là-dessus, notamment la loi 016 est claire là-dessus. Le détenu n'a pas le choix de sa cellule. Ça, la loi est claire là-dessus. Maintenant, il y a des spécificités en fonction de la situation du détenu. Si le détenu est malade et que le médecin ordonne qu'il vit dans une cellule à part, nous, on doit l'exécuter, cette décision. Si également le détenu a une telle dangerosité qu'il devient dangereux pour les autres, il faut prendre des mesures. Mais de dire que les détenus, certains bénéficient des cellules individuelles avec de l'eau minérale, toutes ces conditions-là, en tout cas, je voulais d'abord le répéter, il n'y a pas de conditions qui soient vraiment favorables ou du moins qui permettent à un détenu d'être à l'aise en prison. À l'aise, c'est dehors. Ça, je l'ai dit. Pour une petite anecdote, en 2011, quand on avait certains militaires étaient détenus à la Moko, et il est sorti, il est devenu clair, on lui dit, mais juste pour le taquiner, que monsieur, vous êtes maintenant devenu choco, il dit qu'il préfère ne pas être choco dehors que d'être choco dedans. C'est pour dire, même ces télévisions, les détenus ont droit à la télé. Mais ils peuvent aussi faire venir des colis de l'extérieur, comme je l'avais dit. Et c'est rare de trouver un seul détenu bien portant, en dehors des condamnés à mort. C'est vrai qu'il n'y a plus de condamnés, en tout cas des cas spécifiques là, seul dans sa cellule. Commissaire Ouedraogo, peut-être le même reproche est fait à l'endroit de la police judiciaire. D'aucuns pensent que pendant les enquêtes préliminaires, les personnes, que ce soit pendant la garde à vue, les interrogatoires, les gens ne sont pas souvent traités de la même façon, selon qu'on vient d'un milieu aisé ou d'un milieu pauvre, j'allais dire. Oui, ce sont des reproches. Souvent, on entend par-ci, par-là, mais juridiquement et sur le plan légal, ça veut dire qu'on n'a pas le droit vraiment de faire de la discrimination parce que la question même des droits humains repose sur le principe de la non-discrimination. Donc, quelle que soit je sais pas, la fortune, la richesse, la couleur de la peau, la race, on n'a pas le droit de faire de la discrimination. Et souvent, les gens le disent, mais je me dis que si on va dans les détails vraiment pratiques, je ne sais pas comment on peut faire de la discrimination dans la mesure où tout le monde connaît les locaux des commissariats de police. Voilà, on ne va jamais se lever aller faire, voilà, quelqu'un qui mérite d'être gardé à vue, on ne va jamais le garder à vue dans son domicile à lui, parce que les textes sont clairs, on garde à vue dans les lieux officiellement désignés à cet effet. Et donc, quel que soit le statut de la personne, il sera gardé dans les mêmes lieux de garde à vue que les autres. Et ça donc, par exemple, une autre autorité, un ministre qui se retrouve dans vos locaux, comparativement à une citoyenne simple, comme moi j'allais dire, ils ont les mêmes traitements. Oui, non, mais il faut faire la part des choses. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails voilà, des immunités diplomatiques et même parlementaires. Ça veut dire qu'ils demandent à ce qu'on ait certains égards, mais ça ne veut pas dire impunité. Parce que souvent, quand les gens parlent d'immunité, on a l'impression que les bénéficiaires d'immunité sont bénéficiaires d'une impunité en même temps. En fait, c'est des conditions, je dirais, c'est des conditions qui sont définies par la loi par rapport au statut de ces personnes-là, voilà, qui s'imposent à l'OPJ pour mener l'enquête. Mais cela ne veut pas dire que l'enquête ne sera pas menée. On peut avoir certains égards par rapport au statut de la personne, mais ce qui est sûr dans les locaux, moi je ne vois pas comment on peut faire de la discrimination, parce que l'OPJ même, tout le monde connaît le commissariat de police du Burkina Faso, voilà, avec de plus en plus, on va revenir là-dessus, il y a de l'amélioration, mais dans les locaux, quand vous avez commis vraiment un délit qui nécessite que vous transportez dans les locaux,
tout cas, ce sont les mêmes locaux et l'OPJ n'a pas le choix. Voilà, il est obligé de vous traiter avec les moyens que l'État a mis à sa disposition pour traiter le cas, voilà, dont vous êtes l'auteur. D'accord. Et je reste avec vous parce qu'on n'est vraiment pris pas de temps. On va amorcer la dernière étape de cette émission. Et je vais vous demander à tous de proposer des solutions par rapport aux difficultés qui ont été évoquées ici. Commissaire Ouedraogo, qui doit faire quoi pour que vraiment les droits humains soient pris en compte dans la procédure pénale, peut-être au niveau de l'enquête préliminaire, vous qui êtes donc de la police judiciaire? D'accord. Oui, je pense que par rapport à cette question, on peut le voir à deux niveaux. Parce qu'en matière de violation des droits humains, il y a des violations qui dépendent du policier. Ça veut dire qu'ils sont le fait du policier lui-même. Mais il y a des violations aussi qui ne dépendent pas de lui. Ça veut dire qu'on voit certaines situations déplorables, mais qui sont liées aux moyens qui sont mis à sa disposition, voilà, pour mener l'enquête. Maintenant, pour les violations qui dépendent du policier, je pense que depuis un certain temps, voilà, il y a vraiment un effort, un travail considérable qui a été abattu. Voilà, les autorités de la police ont pris à bras le corps cette question des droits humains et avec aussi l'appui de nos partenaires. Donc on a même revu tous les modules que l'on dispense au niveau des écoles de police et même sur le terrain. Voilà, et on a rendu les modules vraiment pratiques. Voilà, pour que les droits humains, le policier puisse apprécier les droits humains en fonction de sa pratique professionnelle. Donc ce sont des efforts que nous déployons au quotidien parce que la quête, voilà, l'effectivité des droits humains, c'est toujours une quête permanente. Même dans les grandes démocraties, les pays qui sont identiques que nous, il y a toujours ces questions de violation. Donc en tout cas, l'État quand même fait des efforts pour que quand même dans la formation du policier, que ce soit dans la formation initiale, ça veut dire à l'école de police, ou même sur le terrain, que les policiers soient de plus en plus respecter les droits humains. Maintenant, au niveau des moyens que l'État doit mettre en œuvre vraiment pour assurer l'effectivité du respect des droits humains dans les services de police judiciaire, je pense que ces dernières années, il y a beaucoup d'efforts aussi qui ont été abattus et qui, voilà, nécessitent que l'on poursuive ces efforts-là. Je prends par exemple les locaux de garde à vue, si bien qu'au niveau de l'État, on se retrouve avec deux situations qui se côtoient. C'est vrai que les moyens, les ressources du pays sont limitées, on ne peut pas résoudre le problème voilà, d'un trait. Et on voit deux situations où nous avons des locaux, voilà, neufs qui répondent vraiment aux standards internationaux, voilà, et des locaux aussi, bon, qui, quand on regarde le simple fait même de mettre quelqu'un dans cette cellule de garde à vue, c'est déjà une violation de tous ses droits. Donc, mais l'État est en train de consentir des efforts et au niveau de la police nationale, nous avons une programmation annuelle, voilà, de construction, voilà, de nouveaux commissariats ou même de réhabilitation. Et je pense que dans les années à venir, on va résoudre un temps à peu cette question de violation. D'accord. Voilà. Maître Sommet, sur quel aspect, selon vous, il est nécessaire vraiment d'agir afin que les droits humains soient réellement pris en compte dans les procédures pénales au niveau du Burkina Faso? D'accord. En ce qui me concerne, je pense que c'est vrai que le ministère le fait déjà, mais pour moi, il faut encore beaucoup plus de sensibilisation, de formation de tous les acteurs de la chaîne pénale. Quand je dis sensibilisation, formation, c'est qu'on crée plus de cadres de concertation entre tous les acteurs de la chaîne pénale, de la police, en passant par la gendarmerie, les juges, les procureurs et les avocats, pour qu'ensemble, pendant ces cadres de concertation, nous puissions, et avec la JSP, nous puissions effectivement recenser les problèmes qui minent en tout cas toute la chaîne pénale. Et je lance encore un appel, je pense que le ministère est déjà sur cet élan. Il faut que notre casier judiciaire soit informatisé, soit fiable. Vous vous rendez compte, pas plus qu'hier, on est obligé d'attendre des informations à la dernière minute sur la situation carcérale d'un prévenu. Et malheureusement, encore ce prévenu conteste certains éléments de sa situation carcérale dont on a étalé. Donc, vous imaginez, comme le procureur l'a dit, il y en a qui côtoient des prévenus, des innocents au finish qui ont eu à côtoyer de grands bandits et qui s'en sortent avec de mauvaises leçons. Et ça ne fait que porter atteinte encore aux droits de ceux-là qui sont, je dirais, à la limite, restés du point de vue esprit sain et qui vont les côtoyer demain. Donc, à mon avis, ces émissions-là sont vraiment des cadres qui vont permettre aux gens de comprendre que c'est la loi qui le prévoit et que chacun a l'obligation de collaborer, de contribuer
à ce qu'effectivement il y a moins d'infractions. Et bien entendu, tant qu'il y a moins d'infractions, les droits humains seront plus protégés. Voilà, et s'il y a moins d'infractions, les prisons, je suppose, seront davantage désengorgées. Au niveau de la GSP, qu'est-ce que vous préconisez? Au niveau de la GSP, nous souhaitons vraiment que les autorités puissent accompagner vraiment la mise en œuvre des différents documents de planification du ministère, notamment la politique sectorielle de justice et droits humains, qui prévoit un certain nombre de mesures, en tout cas d'investissement au profit de l'administration pénitentiaire, et également le plan stratégique de la garde de sécurité pénitentiaire, qui permet également de prendre non seulement la politique sectorielle de justice et droits humains pour ce qui concerne son volet administration pénitentiaire, mais également qui prend en compte certains aspects de santé, tout ce qui est en tout cas relatif aux droits des détenus, dont la vision de ce plan-là, c'est une administration pénitentiaire moderne et performante qui consacre l'humanisation des conditions de détention pour garantir le respect des droits des détenus pour une société sécurisée. Parce que nous pensons que si les droits des détenus sont respectés, ça va permettre de mieux sécuriser les prisons, parce que par respect des droits des détenus, on entend tout ce qui est alimentation, mais également tout ce qui est formation professionnelle et tout ce qui est accompagnement post-carcéral. Ça va permettre vraiment de rendre les prisons beaucoup plus humaines, créer des prisons industrielles comme ça se fait ailleurs, au Rwanda, aux États-Unis, où les prisons contribuent vraiment au budget de l'État à des hauteurs de millions, voire des milliards. Donc nous suggérons vraiment qu'ils puissent nous accompagner dans ce sens-là. Oui, je termine par le représentant du parquet. Comment faire respecter les droits humains dans la procédure pénale au Burkina Faso? Ok, merci. Les droits humains doivent être respectés dans la procédure pénale, parce que la procédure pénale est essentiellement protectrice des droits de l'homme. Pour ceci dit, je vais donner un petit mot aux trois niveaux. En ce qui concerne l'activité de police judiciaire, déjà, chaque échelon a ses préoccupations. Le procureur est le directeur de la police judiciaire, mais un directeur, il faut qu'il puisse avoir les moyens de regarder un peu ce que ces éléments font. Et donc le contrôle de l'activité de police judiciaire. Parce que je l'ai dit, c'est des occasions très importantes, à l'occasion, où le procureur et ses substituts arrivent à jeter un regard dans les différents registres tenus par la police judiciaire. Vous avez parlé des instructions qu'on donne, etc. Mais ce sont à ces occasions-là que nous regardons si les mesures de garde à vue qui ont été ordonnées ont été communiquées au procureur, si les motifs de garde à vue sont précis, ont été mentionnés dans les registres de garde à vue, est-ce que ces motifs-là ont été notifiés aux mises en cause, etc. Mais ma foi, il n'y a vraiment pas les moyens pour le faire. Et la fois passée, je l'ai dit ici, je me demande où Madame le procureur, dont je relève ces deux bruits, pour qu'on puisse faire un contrôle par an, ne serait-ce qu'une seule fois par an. Donc, si on veut contribuer au respect des droits de l'homme au niveau de l'exercice de l'activité de police judiciaire, il va falloir que le directeur puisse avoir les moyens de jouer pleinement son rôle. Ensuite, au niveau du parquet, bien sûr, il faut désengorger le rôle du flagrant délit. Cette année, il y a eu les audiences extraordinaires qui se sont arrêtées, à ma connaissance. Bon, s'il n'y a pas ces audiences, s'il n'y a pas la permanence dont j'avais parlé à l'émission passée, le rôle va s'engorger encore. Et là, nous allons nous retrouver avec des prévenus qui attendent 3, 4, 6 mois, voire plus. Avant, il y en avait. Avant de passer, ne serait-ce que pour la première fois, devant un juge. Ça, c'est une violation grave des droits. Donc, surtout que nous disons que nous le prenons dans la procédure de flagrant délit. Donc, il va falloir trouver les moyens d'opérationnaliser la chaîne pénale aussi pour faciliter la communication entre le procureur et ses OPJ, mais aussi pour rendre la chaîne pénale beaucoup plus fluide et nous donner les informations en temps réel. Au niveau des maisons d'arrêt, moi j'ai eu l'occasion de participer à certains travaux, en tout cas sur certaines maisons d'arrêt du Burkina. Là, j'avoue que ce soit du point de vue de la surpopulation carcérale, de la santé, de l'hygiène, de l'entretien individuel, physique des locaux, etc. Là, il va falloir, et l'alimentation, en quantité et en qualité, il va falloir vraiment trouver les moyens. Sinon, comme l'inspecteur l'a dit, je m'en voudrais de ne pas le suivre. Si la prison ne réussit pas sa mission de réinsertion et de resocialisation, vous êtes sûr d'avoir le meilleur réservoir de la délinquance
Et on s'arrête donc sur ces mots. Voilà, merci à tous pour cet échange sur la prise en compte des droits humains dans la procédure pénale au Burkina Faso. Alors, je recevais pour cette émission Dr Néné Ami Traoré Ouedraogo, commissaire principal de police et directrice de la police judiciaire à la direction générale de la police nationale. Le deuxième invité à cette émission, c'était M. Poulikarp Koulibaly, inspecteur principal de garde de sécurité et pénitentiaire. Était également sur ce plateau M. Lafama Prosper Tchombiano. Il est substitut du procureur au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et enfin, nous avons reçu sur ce plateau Maître Olivier Soumé, avocat à la Cour. Merci à tous pour votre participation à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui l'avez suivi, et très bonne suite du programme sur la RTV.